Allô, vous m'entendez? Allô, allô? Allô? Bonjour, bonjour à Allô, tous. bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Enfin, Bonjour tout le monde. ce sont les aléas du digital. Ouais. Alors, on attend que quelques personnes se connectent. On va démarrer ces 3 journées. Bienvenue déjà à nos intervenants, hein, et bienvenue à toutes les personnes qui se connectent petit à petit. Partagez, likez ces 3 jours riches que nous allons partager. Ces 3 jours où des décideurs, des entrepreneurs, des experts, des néophytes pourront discuter digital, parler digital pour notre continent, pour l'émergence de nos économies. Vraiment partager, liker. Nous allons démarrer dans 2 petites minutes. Encore désolé pour tout le retard lié aux petits soucis techniques de dernière minute. Partageons, partageons, partageons. Tout le monde va bien? Le Maroc? Le Sénégal? Alors, le Maroc se porte très bien, les amis. Parfait. Et très heureux d'être avec vous. Merci. Très bien, très bien. Idem pour le Sénégal, on se porte très bien. Parfait. Et le Cameroun? Le Cameroun se porte très bien. On est content d'être là. C'est parfait. C'est parfait. Le Gabon aussi. Là, justement, nous sommes là pour représenter le Gabon. Et je pense que le Gabon se porte à merveille. Le Gabon est le pays hôte de cet événement. Encore félicitations à DJ Women's School, à Christine Soro et tout le staff derrière pour cet événement qui se veut vraiment porteur de solutions, qui se veut pragmatique et qui se veut apporter de solutions. Je vous ai partagé là des expériences pour chacun de nos pays. Nous allons nous enrichir les uns les autres et pourquoi pas mettre en place une plateforme collaborative parce que c'est aussi ça l'essentiel. Cet événement, c'est de pouvoir mettre en place comme une forme de politique publique digitale. C'est vraiment de connecter les pros digitales, j'ai envie de dire, et d'avancer tous ensemble pour le continent. Alors, nous allons démarrer donc cette journée. Nous avons un programme très chargé, très, très chargé. Il faut savoir que le thème que nous allons partager aujourd'hui est simplement digital, un tremplin pour l'Afrique en temps de crise. Donc, cet événement se tiendra en ligne les 5, 6 et 7 octobre, chaque jour de 12h à 14h. Nous espérons que chacun des personnes connectées
ont partagé au maximum les informations qui ont été transmises déjà plusieurs jours. Ensuite, nous allons bien évidemment sur la première journée avoir une thématique, donc une sous-thématique liée au thème général. Aujourd'hui, nous allons traiter du digital dans sa façon de contribuer à la gestion de la crise sanitaire en Afrique. Bien évidemment, nous ne sommes pas censés ignorer ce que nous traversons, ce que notre monde traverse, et nous devons malheureusement et heureusement faire avec. L'Afrique va devoir se réinventer. Les systèmes, les solutions, les produits, les services, les entreprises, les organisations vont devoir se réinventer dans le cadre de cette crise que nous traversons, une crise qui est bien évidemment mondiale. Alors, sans plus attendre, je souhaite remercier déjà les partenaires de DigiWomen School, donc de cet événement des JPOV. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de notre webinaire, je souhaiterais que nous observions une minute de silence pour le peuple libanais, parce qu'avec le numérique, avec le digital, aujourd'hui, l'information est très ouverte et beaucoup plus qu'ouverte. Et malheureusement, ce pays a connu une catastrophe hier, donc je vous prie d'observer une minute de silence pour le peuple libanais. Merci, merci. Nous allons donc démarrer ce programme, le programme de cette journée, en présentant bien évidemment les JPOV by DigiSchool Women. Les JPOV by DigiSchool Women sont des journées virtuelles, bien évidemment, portées par DigiSchool Women. C'est une plateforme virtuelle qui réunira des professionnels africains du digital autour d'un thème concernant le numérique. L'objectif donc de ces journées, c'est bien évidemment de susciter un plus grand intérêt des Africains en général et des femmes en particulier pour le digital. Cet événement est porté par DigiWomen School, qui est une école du numérique dédiée à la femme et à la jeune fille. Alors, cette école forme bien évidemment dans les métiers du numérique, du digital, tels que l'infographie, le webmastering, les montages vidéo, etc. Nous allons, avec Christine Soro, qui est la promotrice de l'événement, découvrir en profondeur ce qu'est DigiSchool Women et elle va bien évidemment nous présenter le concept dans des détails plus précis. Voilà, donc comme je vous l'ai dit à l'entame de ce webinaire, le thème général retenu est le digital, un tremplin pour l'Afrique en temps de crise. Je pense que nous sommes tous concernés, nous avons plusieurs secteurs concernés par cette pandémie. Pour la petite histoire, c'est une parenthèse que j'ouvre et que je referme. Mounim du Maroc nous a donc intimé de ne pas prononcer le mot Covid. Et c'est le challenge que nous allons tenter de faire parce qu'en réalité, la Covid-19 n'est pas un frein, n'est absolument pas un frein pour continuer, poursuivre nos activités, continuer à être force de proposition, continuer à être force d'innovation. C'est une pandémie qui touche bien évidemment plusieurs secteurs, le sanitaire, l'économie, le culturel, le tourisme, l'événementiel, l'éducation. Mais malgré ça, je pense que l'Afrique va devoir se réinventer et c'est ce que nous allons partager pendant ces 3 jours. Sans plus tarder, je vais vous présenter donc la marraine de cet événement parce qu'il faut dire que cet événement est marrainé par une grande dame, une très grande dame qui a fait ses preuves et qui accompagne de tout cœur cet événement. Cette dame, c'est Madame Liliane Massala. Madame Liliane Massala a un parcours, je dirais, exceptionnel. Laissez-moi repartir vers mes notes. Désolée pour ce contretemps.
En attendant, la technique peut-elle faire passer la vidéo de Madame Massala? Je la présenterai ensuite après la présentation de la vidéo. Si la technique est prête, nous allons passer la vidéo de Madame Massala, marraine de l'événement JPOV dans sa première édition. Merci. À la technique, nous n'avons pas de son. A priori, la vidéo n'est pas entendue. Ne me demandez pas de faire le sous-titrage hein, en arabe. Alors, la technique, nous avons besoin de son. La vidéo ne passe pas. En tout cas, le son, nous avons l'image, mais pas de son. On peut la remettre après, plus tard peut-être. On pourra la remettre au fil de la conversation une fois que c'est réglé, je pense. C'est bon? Oui, mais je ne sais pas comment faire. Hein. Vous attendez? Moi, je vous propose de l'appeler. Ouais, non, on va essayer. Bon, on va continuer. Alors, les aléas du digital, voilà. C'est à nos experts de trouver des solutions idoines pour que nous n'ayons plus ces problèmes-là. Alors, donc, je vais, comme je vous le disais, vous présenter Madame Liliane Massala. Madame Liliane Massala, selon les informations que nous avons, c'est une pointure, bien évidemment, c'est une pointure. Elle est manager senior politique publique, secrétaire générale du ministère de la Communication et de l'économie numérique. Elle est également manager senior de nationalité gabonaise. Elle est conférencière sollicitée sur plusieurs panels dans le cadre de la thématique concernant le numérique, bien évidemment. Elle a représenté le Gabon à plusieurs événements, notamment au CART Africa Trush à Cannes, organisé par le cabinet e-conférence, ou encore le sommet Transforme Afrique de l'Alliance Africa qui se tient à Kigali, au Rwanda, chaque année. Elle est passionnée par tout ce qu'elle fait, visiblement, et ça, je confie pouvoir collaborer avec elle. Et dans sa démarche, contribuer au développement des nations africaines. À ce titre, la vision est de pouvoir apporter une solution précise, efficace et contextuelle aux problèmes de développement auxquels les pays africains nous sont la thématique, hein, le digital pour l'Afrique. Elle a une expertise managériale bien évidemment incontestable. Elle est Rose, peux-tu vérifier ton micro, s'il te plaît? Merci. Bonjour. connectée de mon téléphone, les aléas du direct.
Elle a donc tenu à accompagner cet événement et c'est un plaisir, bien évidemment, pour nous d'être soutenus par une telle pointure. Est-ce que la technique souhaite repasser la vidéo ou on peut poursuivre? Allô, est-ce qu'on m'écoute? Oui, Christine. Est-ce qu'on m'écoute? Oui, Christine. C'est bon? Oui, on t'entend. Je n'entends pas Tariq. Je pense que tu as fermé ton… Non, non, je suis voilà, avec vous. Mohamed, ton J'ai coupé le micro. micro pour Jean-Louis, justement vous laisser parler. Oui, oui, tout à fait, je suis là. c'est bon? Oui. Oui. Alors, la Oui. technique est prête pour la vidéo. Ok. Est-ce qu'on peut faire un petit coucou à nos internautes? Jean-Louis, c'est bon, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Alors, justement, on parle du digital et je pense que ça fera partie nécessairement de la deuxième édition, les aléas du digital. Comprendre déjà le digital Exactement. dans cette première édition et, dans et lors de la deuxième édition, comprendre les aléas du digital. Très bien. Effectivement. Merci, Christine, pour Donc, à tous ceux qui nous suivent, nous vous disons voilà, un grand mbolo, le Gabon. Au Sénégal, on dit assalamu alaikum. Au Maroc aussi. Et au Cameroun, on dit bonjour. C'est ça, Jean-Louis? Ça dépend de la tribu, mais oui, on va aller avec bonjour. On le dit dans 3 langues, Christine. Je n'entends pas très bien Tarek et Jean-Louis. Je pense que Mohamed, ton micro est fermé. On le dit en 3 langues au Maroc, sachez-le. On le dit aussi en Wolof, parce qu'on a une grande communauté sénégalaise ici au Maroc, en espagnol, en arabe, en berbère et en français. D'accord. Donc, en attendant de rattraper un peu les aléas du digital, j'aimerais succinctement présenter DigiWoman School et pourquoi les JPOV. C'est bon, Rose, tu nous as rejoints? Oui, je vous ai rejoint. Alors, si tu permets, donc nous allons continuer dans le programme qui est le nôtre et très rapidement rentrer dans le vif du sujet puisque la technique n'est pas prête pour la vidéo, sauf si c'est le cas. D'accord. La technique? D'accord, la technique me dit qu'on peut réessayer. On va réessayer. Donnez-nous 5 petites minutes. Un coucou à toutes les personnes qui ont pris le temps de se connecter, qui ont pris le temps de nous suivre. Voilà la vidéo. J'espère que cette fois-ci, nous n'aurons pas de problème de son. Je n'entends toujours rien. Toujours pas de son. Je crois qu'il faut désactiver le son sur la droite. Là, je vois que le micro est coupé, enfin, le son est coupé à l'extrême droite de l'écran. La technique, à l'extrême droite, il y a le son qui est coupé. C'est peut-être le réactiver. Ma chère Rose, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne. Je pense que Christine peut introduire DigiWoman pour éclairer tous nos internautes de l'action qui est menée par DigiWoman. C'est parfait. Et ensuite, merci. Et on verra plus tard pour les vidéos, parce que je pense que le plus important, c'est qu'on puisse se lancer et on puisse parler et démarrer, effectivement. Démarrer avec nos internautes. Merci Monique. Donc, sans plus tarder, je passe la parole donc à Madame Christine Soro, qui est la promotrice de cet événement, donc des 3 jours que nous allons partager, qui va nous parler de DigiWoman School et bien évidemment de l'événement JPOV 2020. Merci Christine. Christine, ton micro. Christine, ton micro. Merci à tous. Merci Rose. Merci aux différents participants qui sont très nombreux. Merci aux intervenants que j'appellerais les ministres du digital en Afrique. Merci pour votre mobilisation sur la première journée des JPOV by DigiWoman School. Donc, la technique, le digital
nous montrant ces aléas, j'aimerais rapidement rendre un vibrant hommage à la marraine de ces moments, des journées portes ouvertes virtuelles par DigiHuman School. J'ai cité Madame Liliane Massala. Voilà. Alors, donc, pour vous qui êtes connectés, vous pouvez mettre vos likes, vos j'aime. Voilà, ça signifie que vous applaudissez avec nous. Donc, Madame Liliane Massala, qui est manager senior en politique publique, secrétaire générale du ministère de la Communication et de l'économie numérique. Donc, vous avez sa bio pro dans le site internet de JPOF que vous pouvez voir sur notre site internet. Et rassurez-vous, les avantages aussi du digital, c'est que même lorsque nous avons des aléas, nous avons la possibilité de rattraper cela par des replays. Donc, vous aurez la possibilité de resuivre ou de regarder à nouveau son mot qu'elle a bien voulu nous partager, quelques actions et pistes de solutions de l'État, donc puisqu'elle représente l'autorité étatique, notamment le ministère en charge de l'économie numérique au Gabon. Elle va nous partager donc au travers de cette vidéo que vous aurez l'occasion de trouver sur nos pages et sur notre site internet, toutes les différentes orientations de l'État et toutes les différentes mises en œuvre, actions que l'État a mis en place pour encourager l'initiative du digital au Gabon et bien sûr dans l'Afrique aussi. Donc, très vite, j'aimerais vraiment lui dire merci pour son soutien, pour son encadrement. C'est une personne que j'ai découvert et une particularité, c'est que vous savez, au Gabon ou en Afrique, je ne sais pas, chez vous, Tariq, au Cameroun, Mohamed, au Sénégal, mais généralement, j'ai grandi dans une société, je veux dire, où pour avoir accès à certains privilèges, il fallait avoir, comme on dit, le réseautage. Et cette particularité avec cette dame, cette grande dame, c'est que j'avais simplement fait une demande naturelle. Elle a adhéré et elle m'a porté sans réseautage. Voilà, j'insiste dessus pour donner un message aussi à la jeunesse qui nous suit aujourd'hui. Peut-être qu'on a grandi dans un environnement où il y avait des barrières, mais comprenez qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Et je pense qu'il existe des femmes comme elle, des personnalités comme elle, qui, le cœur grand ouvert, voilà, remplis d'amour et d'abnégation, sont capables aussi de nous soutenir. Donc, encore un grand bravo à Madame Liliane Massala, que nous remercions de tout cœur. Donc, j'aimerais rapidement présenter DigiHuman School, donc son origine, et pourquoi les JPOF aujourd'hui, qu'est-ce qui nous réunit. Donc, j'aimerais faire un vibrant hommage, pour commencer, à deux grandes dames. Mais avant, j'ai un défi à relever avec les internautes qui nous suivent. Donc, je propose 200 000 francs. Je crois que c'est la même valeur en Afrique de l'Ouest. C'est ça, Mohamed, hein, je pense. 200 000 francs à gagner en cash, hein, je précise. Après Tariq, en dirham, je n'ai pas eu le temps de calculer, désolé. Il suffira de répondre à deux questions. Et elles doivent s'agencer. La première question, qui n'a pas de téléphone portable? Et la deuxième question, qui ne suit pas présentement les JPOF by DigiHuman School? Donc, vous tapez 1 et 2 et la meilleure réponse aura 200 000 francs. Donc, je continue, c'était pour planter le décor. Il y a de cela quelques années, on va dire 15 ans en arrière, j'habitais dans un endroit qui était en face d'un centre culturel. Et sans citer le nom de ce monsieur, mais vraiment c'est une occasion pour moi de rendre un hommage à ce monsieur qui à l'époque avait déjà compris ce qui se passe aujourd'hui. Donc en face de ce centre culturel qui est le Jardin de la Pairie au Gabon, à Libreville, il avait initié en fait l'initiation à l'informatique. Nous sommes dans les années 90. Et donc moi, toute curieuse, je prenais plaisir à aller voir un peu c'était quoi un ordinateur, à quoi ça servait un ordinateur. Et très vite, une histoire d'amour s'est créée entre le digital et moi. Nous sommes en 2000. Je disais que j'allais rendre un vibrant hommage à deux grandes dames. Nous sommes dans les années 2000 lorsque ma maman, qui avait traversé une période des années, mais très, très difficile de sa vie, où elle s'était vue voilà, perdre tout le confort de la société qu'elle avait. Et elle avait trouvé une solution, en fait, dans quelque chose qui nous réunit aujourd'hui. Elle nous nourrissait avec. Elle nous donnait à manger.
J'allais à l'école avec cette chose. Elle avait créé une entreprise qui offrait des services en reprographie, donc photocopie, saisie des textes, etc. Et elle arrivait à nous nourrir avec. Elle arrivait à nous donner à manger avec. Elle payait nos études avec. Et moi, après les cours, je prenais plaisir, effectivement, tout comme en 90, à aller l'aider à toucher l'ordinateur, à travailler avec elle. Et en 2003, ma maman est décédée. J'ai senti alors comme un challenge, comme un défi à relever. J'ai senti comme une mission parce que ma maman avait des grands projets avec cette entreprise qu'elle avait de reprographie. Elle se voyait plus tard vendre des ordinateurs, par exemple. Et lorsqu'elle m'a quittée en 2003, je me suis dit, il ne faut pas que sa vision s'arrête. Il ne faut pas que son rêve s'arrête. Et je me suis dit, je vais accomplir le rêve de ma maman. Et donc, mal orientée, lorsque je suis allée faire mes études en banque et assurance à Dakar, c'est parce que diplômée d'un bac B en économie, lorsque j'ai dit je veux faire informatique, on me dit tu sais, informatique, il faut un bac C ou D. Donc, avis à ceux qui nous suivent maintenant, il faut toujours aller prendre la bonne information. Et donc, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas pris la bonne information où il fallait. Et donc, je suis allée à Dakar, je me suis dit, bon, ma deuxième option, comme j'aime bien les chiffres, mais faut pas suivre, Tarek, je te vois déjà. Parce qu'on dit que les femmes aiment l'argent, je ne pense pas. Juste que j'aime bien les chiffres. Et donc, j'ai fait banque assurance. Je rentre en 2007 au Gabon. J'ai fait des stages à Citibank, BGD, mais je sentais que je n'étais pas dans mon environnement. Quelque chose manquait en moi. Et donc, en 2008, avec mon fiancé, qui est mon époux à l'époque, j'ouvre DC Virtuelle Communication, qui offrait à l'époque des services en informatique, donc notamment hébergement site Internet, conception et réalisation de site Internet, nom de domaine, etc. Et donc, cette entreprise qui s'est convertie aujourd'hui dans la stratégie digitale. En 2013, il faut dire que je suis très, très touchée, très concernée par des personnes vulnérables, des personnes qui manquent d'estime de soi, par exemple. Et principalement, ma cible, ce sont les jeunes filles et les femmes. Et donc, en 2013, j'ouvre et je mets en place l'ONG Femmes Belles à l'intérieur et à l'extérieur, qui coach, qui motive les femmes afin qu'elles regagnent en estime de soi, mais bien plus, qui les aide à s'autonomiser, et bien plus encore, qui les aide à s'intéresser, à s'initier et à se former, s'éduquer dans le digital et dans les métiers du digital. Donc, en 2018, grâce à Dieu, je mets sur pied Digi Women's School, qui est une école, donc un projet dédié à la femme pour les accompagner, comme je disais, dans l'éducation et la formation au métier du numérique. Pourquoi Digi Women's School et pourquoi le digital? Au-delà de toutes ces expériences que je vous ai partagées personnelles, il y a aussi ce constat général. Selon la Banque mondiale, un rapport qui est paru en 2015 stipule que la femme effectue 66% du travail mondial, mais ne perçoit que 10% de ses revenus. Je disais que j'allais faire un vibrant hommage à deux dames. J'ai parlé de la première. Et la deuxième que j'aimerais honorer aujourd'hui, rassurez-vous, c'est curieux parce que je ne l'ai jamais vue, Rose. Elle s'appelle Ada Lovelace. Ada Lovelace, qui est-elle? C'est la première femme au monde à avoir mis en place le premier algorithme. C'est-à-dire, quand on parle de langage de programmation en informatique, le premier programme informatique a été initié par une dame, par une femme. Et lorsqu'on parle de Digi Women's School, la femme du digital, la femme digitale, c'est pour rappeler que ce concept ou ces métiers liés autour du digital, qui longtemps ont été attribués aux hommes, en réalité appartiennent ou sont nés de la femme et nous rappellent justement, c'est comme si, j'ai envie de dire, le créateur de l'univers a fait en sorte que la femme soit finalement la source de ce qui naît et qui donne la vie. La femme a donné la vie
La femme a donné aussi, ou du moins a mis au monde le digital, le premier programme informatique. Et Digi Women's School a cette mission, a ces objectifs déjà de participer, comment dire, de participer à cette 4e révolution industrielle, puisqu'aujourd'hui on parle de la 4e révolution industrielle, de reprendre sa place, parce que je crois que si elle a été la première à avoir programmé un algorithme, je crois qu'elle a plus à donner. Et je pense que si les femmes, les jeunes filles s'intéressent au digital, au métier du digital, nous n'allons plus observer 66% du travail mondial et 10% des revenus qu'elles perçoivent. La tendance, peut-être, je ne veux pas dire inversée parce que nous ne sommes pas en conflit ou en compétition avec les hommes. Tout au contraire, ils restent nos chefs. En tout cas dans ma civilisation, les hommes sont nos chefs envers les femmes. Donc, l'objectif n'est pas d'apporter une compétition, mais plutôt d'utiliser ce que les Nations Unies disent, la parité genre dans les métiers du numérique. Égalité hommes-femmes dans les métiers du numérique ou dans le digital, je veux dire. Donc, Rose, avant de te passer le témoin, j'aimerais attirer l'attention de tous ceux qui nous suivent. Rassurez-vous, ces événements ne sont pas uniquement que pour les femmes. Ils sont aussi pour les hommes. Ils sont pour toute l'Afrique. Et j'aimerais dire, vive l'Afrique. Rose, c'est à toi. Merci. Merci Christine pour ce brillant exposé et empli d'humanité. J'ai envie de dire, ton histoire parle, ton histoire touche. On sent bien que tu portes là un combat qui n'est pas seulement pragmatique, mais qui semble être aussi une mission. Et plein de succès, beaucoup de courage dans la mission qui est la tienne. Merci pour toutes ces précisions. Alors, c'est un peu émouvant ce que tu nous as raconté, comme quoi ton histoire vient vraiment de loin. Alors, je souhaite, puisque Christine s'est présenter aussi tous ces talentueux messieurs qui nous accompagnent et qui nous accompagneront tout au long de ces 3 jours. Je vais déjà présenter Jean-Luc Tambert. J'ai bien prononcé, Jean-Luc? Oui, effectivement, Jean-Louis Tambert, oui, exactement. D'accord, très bien. Donc, Jean-Louis nous vient du Cameroun. Jean-Louis est un passionné donc, de digital. Je vais simplement donner quelques détails sans rentrer dans le détail de sa formation. Je laisserai Jean-Louis se présenter à vous, internautes. Donc, Jean-Louis est un conférencier qui nous vient du Cameroun, mais qui vit apparemment visiblement aux États-Unis. Il est titulaire d'un doctorat et créateur de contenu. Le contenu, c'est très important parce que, hormis l'infrastructure numérique et toutes les solutions qui sont développées, le contenu est très important. Donc, Jean-Louis, je te laisse te présenter aux internautes. Merci. Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui et tout au long de ces 3 jours pour échanger sur les nouvelles tendances et puis les aspirations, n'est-ce pas, du digital pour nous aider à naviguer ces moments difficiles qu'on traverse actuellement. Alors, comme disait Rose tout à l'heure, je suis en fait un stratège digital à la base et je me suis spécialisé ces dernières années dans tout ce qui est expérience utilisateur. Donc, ça inclut le développement des applications et puis l'acheminement de l'information de manière assez précise pour améliorer l'expérience utilisateur. J'ai eu à travailler pour des marques comme Nivea, Ubisoft, Bridgestone, pour ne citer que celles-là. Et aujourd'hui, je suis content d'être avec vous pour discuter un peu et partager mon retour d'expérience. En ce moment, je transitionne donc entre travailler uniquement pour les marques américaines pour le marché américain et que je change mon attention sur le marché africain et les différentes choses que j'ai remarquées donc, en travaillant avec les marques africaines et comment est-ce que certaines de ces marques ont abordé la pandémie. Et j'espère que ça pourra inspirer les uns et les autres pour pouvoir, n'est-ce pas, naviguer un peu la situation qu'ils rencontrent. Parce que je pense que la communication ne s'arrête pas, pandémie ou pas, désastre ou pas.
La communication, elle est présente, elle est partout. Même le fait de ne pas communiquer, c'est de la communication. Donc aujourd'hui, j'espère pouvoir partager, comme j'ai dit, mon retour d'expérience avec tout le monde qui nous suit et inspirer une ou deux personnes à utiliser certaines de mes techniques pour pouvoir améliorer leur position actuellement. Merci. Merci Jean-Luc, hein, merci pour cette brève présentation. Et je sens qu'on va être enrichi au vu de ta grande expertise. Donc, je vais maintenant présenter Tariq Mounim qui nous vient du Maroc. Tariq est DG in One Communication et ambassadeur Hub Africa. Et je pense que nombreux sont ces jeunes Africains qui sont passés par la plateforme Hub Africa pour partager, pour présenter leurs solutions innovantes. Tariq, je te laisse te présenter à nos internautes et à toutes les personnes qui nous suivent, qui sont connectées. Merci. Alors, bonjour à tous mes amis gabonais. Le Gabon, grande histoire d'amour entre le Maroc et le Gabon, vous le savez toutes et tous. Et bien sûr, un grand bonjour à tous mes confrères, compatriotes, des amis sénégalais, camerounais, tous ceux qui sont avec nous. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir d'être avec vous. Merci Rose. Et c'est une fierté de voir une femme animer ces 3 jours. Et puis voilà, chapeau bas pour Christine. Hein. Christine, que je connais très bien. Christine, une grande histoire avec Bafrica. Christine, à travers les tournées de Bafrica sur tous les pays du continent, pour aller à la rencontre de ces jeunes talents. Et on a rencontré Christine, ça a été un rayon de soleil. Et c'est une grande fierté. D'ailleurs, toute l'équipe, la direction, la présidence de Bafrica, Zakaria Fahim, Alioune Gay, qui est certainement parmi nous, te transmet et vous transmet les plus belles amitiés à tous ces entrepreneurs qui ont connu Bafrica. Christine qui mentorait à travers ses pitchs et qui, en rentrant de Bafrica, signe son premier contrat avec le ministre et revient avec quelque chose en poche. C'est ça l'Afrique qui bouge, c'est ça l'Afrique qui ose. Un petit clin d'œil à Alioune. Et c'est ça aujourd'hui, ce Made in Africa que nous recherchons. Et je pense que ces 3 jours va aussi permettre d'éclairer cette réponse magique, cette réponse africaine, car aujourd'hui, c'est un continent qui est en mouvement face à une situation que tout le monde connaît, inutile de trop décrire. Et puis, je vais juste glisser rapidement ce moment de silence, cette minute de silence que vous avez accordée au peuple libanais. Le Liban et l'Afrique, c'est une grande histoire. Les Libanais, depuis le temps des Phéniciens, ont toujours été présents en Afrique. Ce sont de formidables entrepreneurs. Ils sont là en Afrique, ils sont au Gabon, ils sont un peu partout. Et vraiment, je vous remercie d'avoir donné cette minute à ce peuple, à Beyrouth. Beyrouth qui est dans nos cœurs, ce sont nos frères et sœurs. Alors, Hub Africa, vous le savez, moi je suis entrepreneur dans l'âme, bien sûr. Hub Africa, pour moi, c'est une famille. J'en ai été responsable de communication, directeur du développement. Et puis, le cheminement, c'est une famille qui grandit. Hein. Vous l'avez tous remarqué pour ceux qui l'ont connu, Christine en l'occurrence. Quand on rentre dans cette famille, on y est et puis on y reste parce qu'on est tellement bien. Et il n'y a pas de hasard. C'est pour ça qu'on est là. On est partenaire aussi et prêt à mettre en lumière tout ce qui va être initié par DigiWoman. Alors, pour ma part, je me suis lancé, bien sûr, quand on pousse les entrepreneurs déjà depuis la COP22 pour le changement climatique, avoir identifié une vingtaine de startups et se battre pour les faire venir, parce que c'est un combat de les déplacer. On reviendra sur l'histoire des visas et comment le digital aussi nous permet de nous rapprocher, parce que la réalité est malheureusement triste. Vous le savez, les entrepreneurs ont du mal à se déplacer. Et je vous parlerai des initiatives qui sont menées par Hub Africa dans ce sens-là. Alors, In One Communication se veut un outil pour ces startups. Et c'est dans cette mesure-là que j'ai toujours sur ma casquette d'ambassadeur, entre autres, mais de militant de l'entrepreneuriat, d'accompagner et de soutenir cet écosystème des startups, notamment au Maroc, mais pas que. Et pour la petite anecdote, le Gabon, des amis très chers au Gabon. Hein, je pense d'ailleurs, j'avais participé au lancement du premier incubateur national, le SING, et
les amis se reconnaîtront, quand j'avais mentoré justement pendant 48 heures ces jeunes sur des programmes de e-santé avec l'appui de votre ministère de la Santé, et ben, tout de suite, j'ai senti cette magie, cette énergie débordante de cette jeunesse gabonaise. Et quand on voit les parcours de chacun évoluer et grandir comme ça, on ne peut être que optimiste. Et voilà. Donc, moi, je pense que cet afro-optimisme qui nous réunit aujourd'hui, et vraiment, j'invite tous les followers, enfin, tous les internautes, et j'ai envie de dire, nous ne sommes pas des followers, nous sommes des agitateurs et des acteurs de suivre ces 3 jours parce qu'on va certainement donner le maximum qu'on peut donner pour partager avec vous parce que cette frustration de ne pas être dans les événements, de ne pas organiser les événements, croyez-moi, 1 mois avant cette crise, eh ben, on était un peu perdu. Le flottement était rapide, mais tout de suite, on a réagi. Et Dieu sait que beaucoup de choses se sont faites pendant cette période et on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, pour faire court, mes amitiés à tous mes amis du continent, vous dire Eid Mubarak Saïd, je ne l'ai pas mentionné encore, on est en période de fête encore au Maroc, et de vous dire que nous sommes là pour faire l'Afrique d'aujourd'hui. Merci Tariq, merci pour ta présentation. Tu l'as dit, nous sommes des agitateurs non seulement, mais aussi des acteurs du numérique. En réalité, chacun de nous porte cette évolution du monde et nous devons faire avec. Je vais également vous présenter Mohamed Diallo. Mohamed Diallo qui est CEO de By Feeling Dakar. Mohamed Diallo est nigérien, né à Dakar et est un entrepreneur bien évidemment africain, spécialiste en inbound marketing. Mohamed va nous en dire plus. Merci Mohamed. Et surtout, rappelons-nous que nous sommes suivis par des décideurs, des experts, mais également par des néophytes. Donc, inbound marketing, qu'est-ce que ça veut dire, Mohamed, oui. Je te laisse te présenter aux internautes. Merci Rose, merci à tous. Peut-être comme moi, hein, vous voyez autour de vous cette frustration, cette détresse et ce désespoir qui existe quand même à cause de cette pandémie. Peut-être comme moi, vous avez des gens dans votre entourage qui d'habitude sont très joyeuses, mais qui sont inquiètes pour leur santé, pour leurs parents, pour ces personnes qui sont vulnérables dans ce contexte de pandémie. Peut-être aussi, comme moi, avez-vous vu des proches perdre leur emploi ou des entrepreneurs faire subir des chutes de chiffre d'affaires et même des personnes que vous connaissez perdre leur vie. Imaginez que nous puissions trouver des solutions pour redonner de l'espoir. Imaginez que nous puissions le faire grâce à des solutions digitales qui auront la capacité d'améliorer la situation. Imaginez que dans ce contexte de crise, on puisse continuer à créer de la richesse. Imaginez l'impact sur votre personne, imaginez l'impact sur votre entreprise, votre pays et sur le continent. Et imaginez un instant que tout cela soit possible au sortir de ce panel. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. Je suis Mohamed Diallo, directeur général de By Feeling. Et By Feeling est un cabinet de marketing digital. Notre spécificité, c'est que nous sommes spécialisés en inbound marketing. Retenons tout simplement que c'est une approche marketing responsable qui permet aux organisations de pouvoir atteindre des objectifs business sur Internet, gagner du chiffre d'affaires, recruter des prospects et bien d'autres objectifs. Chez By Feeling, nous avons la chance d'accompagner depuis quelques années plusieurs organisations sur le continent à atteindre ces objectifs en ayant une approche responsable et une approche locale. Je suis aussi, depuis quelques mois, bénévole au Sénégal au sein d'une initiative qui s'appelle DAN Covid, donc DAN Covid, D2AN Covid-19. Et c'est une initiative qui regroupe plus de 450 bénévoles, des acteurs du numérique. J'appellerais cela une Dream Team. Et c'est une initiative qui est intéressante, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, parce qu'elle apporte des solutions digitales dans ce contexte de pandémie.
C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, un plaisir d'être avec l'Afrique. Je suis très content de retrouver Christine, je suis très content de retrouver Tariq. Hub Africa et Byfeeling, c'est une longue histoire. Byfeeling a été primé Hub Africa 2015. Je pense que d'ailleurs, c'était l'une des premières fois que l'entreprise sénégalaise était primée. Et depuis, je peux vous dire que Byfeeling a fait du chemin, Hub Africa a fait du chemin. Et donc, cela veut tout simplement dire qu'il est possible d'avancer, et même dans ce contexte de pandémie. Et si vous me suivez, et si vous nous suivez jusqu'à la fin de ce panel, peut-être que je vous partagerai une petite surprise. Merci à tous. Rose, je te rends la parole. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons, les internautes s'impatientent, ils souhaitent qu'on rentre dans le vif du sujet. Ce que nous allons faire. Alors, aujourd'hui, nous allons partager un sous-thème au thème général qui est « Le digital contribue-t-il à la gestion de la crise sanitaire en Afrique ?» C'est un sujet qui est ô combien intéressant et vaste. Et pour en discuter, vous l'avez compris, nous avons Jean-Luc Tengbembe du Cameroun, Mohamed Diallo du Sénégal, Christine Soro du Gabon et Tariq Mounim du Maroc. Alors, lors de la préparation de cet événement, je n'ai pas tellement eu de surprise parce que dans une édition d'un rapport DigiWorld Yearbook Africa, un constat a été fait, un constat que nous avons tous pu remarquer, c'est que le rôle du numérique dans le développement économique de l'Afrique ces dernières années est incontestable. Et d'ailleurs, à l'unanimité, il y a de nombreuses études qui le précisent bien. Donc, nous sommes vraiment dans la vibe et nous sommes vraiment dans une thématique qui sied compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons. Et il n'y a qu'à voir également l'explosion, j'ai envie de dire, des webinaires sur la question. Et d'ailleurs, je découvre dans mes recherches que nous avons depuis 2008 Konza City, ou alors appelé aussi la Silicon Savannah, qui est le berceau de l'innovation et du numérique au Kenya, et elle fait beaucoup parler d'elle depuis plusieurs années. On parle aujourd'hui de 200 000 emplois prévus d'ici 2030. Donc, c'est un projet qui a coûté près de 14 milliards de dollars et pourrait être le premier exemple de réelle implantation du numérique en Afrique. On pense aussi au Rwanda. Donc, je rappelle que nous sommes suivis par un public qui est très hétéroclite, bien évidemment, suivi de décideurs, de médias, d'experts, mais aussi de néophytes. Et il faudra absolument, pour que nous soyons sur le même niveau de compréhension donc de la thématique que nous partageons aujourd'hui, de définir qu'est-ce qu'on entend par digital. Je vais m'adresser à Mounim très brièvement, hein, en quelques minutes, éclairer un peu nos internautes sur la question du digital. Qu'est-ce que c'est que le digital? Merci, Mounim. Merci Rose. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas réinventer l'eau chaude. Le digital, je pense que tout le monde là le pratique au quotidien. Si je vous dis que ma maman utilise le digital et m'envoie des photos sur WhatsApp, elle est déjà connectée. Nous sommes déjà connectés. Le digital, c'est de la communication, c'est de l'échange, c'est du partage avec un outil qui aujourd'hui, qu'on ne peut plus appeler un outil, le digital, mais plutôt un levier. Et un levier pour le continent. Alors, bien évidemment, je veux dire, le digital, pour moi, c'est juste un autre moyen d'utilisation. Avant, on écrivait des lettres, on a tous le souvenir d'avoir envoyé des cartes postales, d'avoir écrit des lettres d'amour, hein, comme pour les romantiques, entre guillemets. Mais après, on s'est lancé très rapidement, quand il y a eu l'arrivée d'Internet, le boom d'Internet, fin des années 90, pour le Maroc, ça a été le lancement à peu près 98, l'arrivée d'Internet. Et tout de suite, on a commencé à échanger et les entreprises ont utilisé l'outil digital à travers l'envoi d'emails, etc., etc. Maintenant, concrètement, pour revenir là maintenant dans notre situation actuelle, le digital, c'est pour moi un moyen rapide de développer son business. Je vais m'orienter business et je vais m'orienter entrepreneuriat. C'est le meilleur moyen que nous avons trouvé aujourd'hui pour nous rapprocher des autres. Je le dis au passage, WhatsApp, pour moi, WhatsApp, Facebook, les réseaux sociaux, c'est déjà le premier canal. Si je vous dis qu'aujourd'hui, pendant
cette crise, ce début de crise, les premiers qui se sont déjà organisés par rapport à cette réactivité de cette crise, ce sont les étudiants du secteur hospitalier, qui sont tout de suite organisés en créant des groupes WhatsApp. On a tous des groupes WhatsApp, on l'utilise quotidiennement, mais là, ça s'est amplifié. Et je pense que ce sera l'occasion de rendre un vibrant hommage à tous ces étudiants, à tous ces internes, à tout ce corps médical qui tout de suite a optimisé, a utilisé cet outil digital pour ces réseaux sociaux pour s'organiser et intervenir dans le milieu hospitalier. Donc, la définition du digital est vague. Pour moi, c'est simplement un outil. Nous y reviendrons, Mounim. Merci. Ce que je retiens donc de ton explication, le digital, très concrètement, est un moyen rapide de développer son business. Et on retient également que le meilleur moyen de nous rapprocher des autres, c'est le digital. Je vais également prendre l'avis de Christine, qui est la seule femme du panel, hormis moi, modératrice. Je souhaite avoir un peu la vision de Christine concernant le digital. Qu'est-ce qu'est le digital avec une approche féminine en plus? Merci, Christine. Christine. Micro, Christine. Merci, Rose. Alors, lorsqu'on parle de digital, c'est un mot anglais et en français, on parle de numérique. Donc, très facilement, c'est tout ce qui est tactile. C'est ce qui fait appel au doigt, en fait. Lorsque l'humain est en contact, si je puis le dire, avec la machine, donc les appareils. Et aujourd'hui, on a la téléphonie mobile, on a les robots, on a plusieurs ça passe toujours pas? Ça passe, on t'écoute, Christine. Développe. C'est bon? On t'écoute. Ah, d'accord. Oui, c'est parfait. D'accord, merci. Et donc, très simplement, le digital, c'est lorsqu'il y a contact entre les doigts humains et une machine. Après, en approche féminine, ce sera un peu compliqué si ce n'est de définir Digi Women's School, Rose. Mais voici ce que je peux dire pour retenir très facilement. Merci. Je rappelle que le défi qui est le nôtre, c'est d'apporter en tout cas des exemples concrets de comment le digital pourrait être une solution à la crise sanitaire que nous traversons. Alors, j'ai une question pour nos 4 panélistes. La question est la suivante. Allons-nous vers une transformation digitale des entreprises à marche forcée en Afrique, compte tenu de la crise sanitaire que traverse le monde? Est-ce que donc, aujourd'hui, les organisations, les entreprises, les structures associatives ont l'obligation de s'adapter aux solutions numériques pour justement passer ce stade de crise? Parce qu'en réalité, des crises, nous en traversons au quotidien. Nous en avons une nouvelle qui est planétaire et il va falloir se réinventer. Donc, comment est-ce que la transformation digitale peut être une marche forcée pour les entreprises africaines? Je vais donc passer la parole à Mohamed, qui va essayer de nous éclairer en 5 petites minutes sur le sujet. Merci, Mohamed. Merci, Rose. Merci pour la question. Je me permettrai d'intervenir en 2 points. Le premier point qui est un peu en rapport avec la question précédente, c'est le digital. Il y a plusieurs référentiels tels que ceux qui ont été présentés par Tariq et Christine. Il y a un autre référentiel qui est celui du digital qui est lié à Internet. Et pour moi, Internet, c'est une grande ville. Lorsqu'on va, par exemple, consulter sa boîte email, c'est comme si on allait à la poste dans le monde physique. Lorsqu'on va sur un site pour pouvoir faire de l'achat en ligne, c'est comme si on allait dans une boutique, dans le monde physique. Lorsqu'on part, par exemple, sur Facebook ou sur une plateforme sociale, c'est comme si on allait dans un très grand café dans cette ville virtuelle pour retrouver ses amis ou pour pouvoir entrer dans une salle et suivre le live comme cet excellent live qu'il y a en ce moment. Donc, Internet est une ville. Et lorsqu'on est une entreprise, on va construire, lorsqu'on construit son site web, son bureau, son siège social dans cette ville qui est Internet. Par exemple, si je le construis au Gabon, je vais le construire dans le quartier qui va porter l'extension .ga. Si je le construis au Sénégal, ce sera dans le quartier .sl. Et tout le challenge va consister, en ce qui concerne les entreprises,
à pouvoir faire en sorte que vos prospects, vos clients puissent vous retrouver dans cette ville qui compte plus de 3 à 4 milliards d'habitants et qui compte plus de 2 milliards d'habitations. Et c'est ce que nous allons faire grâce à des techniques de marketing digital et des techniques de inbound marketing. Le deuxième point, qui est en relation avec le premier, consiste à dire que je pense que le plus gros catalyseur de la transformation digitale a été en fait cette pandémie. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte tout simplement que pour des questions, et je ne parlerai pas de distanciation sociale, mais de distanciation physique, il était important de pouvoir continuer, il est important de pouvoir continuer à communiquer et à faire des ventes en ligne. Et les entreprises donc adoptent cette transformation digitale. On a vu une explosion, par exemple, des webinars, mais aussi une explosion de l'utilisation des réseaux sociaux par les entreprises. Et c'est une chose qui est intéressante parce que ça veut dire que, au-delà de la crise, et je pense que c'est un point qui est important, les entreprises et les entrepreneurs considèrent que cette phase est un challenge. Et le challenge fait partie de la vie d'un entrepreneur. On entreprend parce qu'on veut régler des challenges, parce qu'on veut relever des défis, en fait. L'histoire de l'humanité est faite de défis et de réponses. Et cette pandémie est un challenge sur comment poursuivre notre activité tout en maintenant les gestes barrières. Et pour cela, et pour finir sur ce propos, je pense qu'il y a deux approches ou deux actions qu'il est possible de mettre en place. La première action, c'est changer d'état d'esprit en se disant que cette pandémie n'est pas forcément une crise, mais que c'est un challenge. Et la seconde étape, c'est de co-construire ce futur avec les différentes parties prenantes. Je pense que ce que cette pandémie aussi nous a appris, c'est que finalement, on a la possibilité de faire de meilleures choses, plus impactantes, en réfléchissant avec nos employés, en réfléchissant avec les fournisseurs, en réfléchissant avec l'État pour co-construire le futur de notre entreprise et de l'écosystème. Voici donc les deux éléments sur lesquels je souhaitais intervenir suite à la question qui a été posée. Merci Rose. Merci beaucoup Mohamed, merci. Je retiens donc que l'histoire de l'humanité est un défi. Ça, c'est vraiment poignant ce que tu dis parce qu'effectivement, ne considérons pas la crise sanitaire actuelle comme une nouveauté en termes de défi. Et tu nous le rappelles assez justement. Et tu dis également qu'il est important de changer d'état d'esprit. Oui, changer d'état d'esprit et s'adapter à notre environnement avec un mindset qui soit différent et qui soit boosté en tenant compte des opportunités que nous avons autour de nous. Tu dis également, Mohamed, qu'avec cette pandémie, on a la possibilité de faire mieux. On a la possibilité de faire mieux. Alors, je vais partir vers Jean-Louis, qui va nous éclairer sur la question qui a été précédemment posée, donc à savoir, allons-nous vers une transformation digitale des entreprises à marche forcée? J'ai même envie de dire au forceps. Jean-Louis, on a envie de t'écouter sur cette question. Merci. D'accord. Alors, je pense qu'effectivement, on est en train d'assister à une transformation digitale par défaut. Et j'insiste sur le fait qu'elle est en train de se réaliser par défaut parce que les conversations, en tout cas moi j'ai eu des conversations depuis 2007 déjà avec des entreprises de la place au Cameroun sur l'importance de commencer la transformation digitale parce que exerçant aux États-Unis, j'avais de la visibilité sur les tendances à venir des pratiques en ligne et la manière avec laquelle les gens allaient commencer à échanger. Alors, on va dire, avec l'explosion de la 4G entre 2013 et 2015 sur toute l'Afrique subsaharienne, on aurait souhaité justement qu'à ce moment-là, que les différents politiques et les grands acteurs se lancent dans une transformation effective. D'accord? Parce que déjà, l'arrivée de la 4G a surpris beaucoup de personnes, ce qui a démocratisé, si vous voulez, l'accès à l'information en Afrique, a permis à beaucoup de gens maintenant de trouver d'autres moyens de s'informer. Donc, je prends l'exemple, par exemple, de DigiWoman. Sans l'avènement d'Internet, on n'aurait pas forcément la possibilité de pouvoir offrir une alternative éducative à des dames qui veulent se former pour pouvoir gagner un peu de sous. Alors, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une politique ou dans un environnement où les gens les compagnies africaines, les gouvernements africains sont en train de subir
une transition qu'ils auraient pu préparer. Je prends un exemple tout simple. La pandémie a frappé en mars, de plein fouet tout le continent. Et les cours se sont arrêtés pendant 3 mois pour la plupart, dans la plupart des pays. Alors, beaucoup de personnes ont utilisé les moyens de bord pour trouver une alternative. Par exemple, moi, je donne cours dans une université ici au Cameroun. Je donne aussi cours aux États-Unis en ce moment. Donc, du coup, moi, personnellement, les plateformes éducatives en ligne aux États-Unis sont présentes depuis 2005. C'est-à-dire que tu peux donner cours virtuels depuis 2005. Donc, c'est un outil qui est présent dans la conscience collective des étudiants américains. Ce n'est pas nouveau, il n'y a pas de phase de transition, il n'y a pas d'apprentissage à faire. Ça fait pratiquement, on va dire, presque 20 ans qu'ils sont dans le domaine. Par contre, de ce côté, on a eu beaucoup de difficultés. Les universités n'étaient pas préparées, les écoles, les lycées n'étaient pas préparés. Donc, pour la plupart, ils ont dû, n'est-ce pas, utiliser des plateformes par défaut qu'eux-mêmes ne maîtrisaient pas, perdre le temps à éduquer les enfants pour qu'ils apprennent à utiliser la plateforme pour pouvoir avoir accès à leurs cours, ce qui est une perte de temps. N'est-ce pas, essayer maintenant, enfin, la seule chose positive que je vois qui est sortie de là, c'est les Africains qui ont commencé à créer leur propre plateforme. Alors, moi, je pense que les Africains en général, on ne crée pas toujours la technologie, mais on innove au niveau de l'utilisation. Donc, dans le contexte de transformation digitale, si vous regardez bien, toutes les technologies qu'on a à notre disposition n'ont pas forcément été créées en Afrique, mais la manière de les utiliser, l'innovation autour de l'utilisation est faite par les Africains. Je prends l'exemple de WhatsApp que Tariq tout à l'heure a mentionné. Au Cameroun, par exemple, les professeurs utilisent WhatsApp pour donner cours. D'accord? Ils ont fédéré leurs élèves en salle de classe à travers le groupe WhatsApp. Ils distribuent les cours à travers des PDF et des PowerPoint. Ils distribuent les cours à travers des voice notes. Et pour moi, ça, c'est la manière la plus pratique de rattraper le train en cours, c'est-à-dire le train de la transformation digitale. Les exemples comme ça, il y en a pas mal. Donc, que ce soit WhatsApp dans le cadre de l'éducation, que ce soit WhatsApp dans le cadre du business, raison pour laquelle, justement, en 2015, WhatsApp lance WhatsApp Business, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que les utilisateurs utilisaient la plateforme pour échanger et faire des transactions avec leur personnel, avec leurs clients. Raison pour la même raison, d'ailleurs, pour laquelle WhatsApp lance aussi une plateforme de paiement depuis le mois de juin, qui est effective au Brésil. C'est justement pour répondre à ce problème de la logistique. Parce qu'en Afrique, oui, on a le talent qu'il faut, oui, on a les infrastructures, mais il y a toujours ce problème de logistique qui s'oppose. La technologie n'est pas forcément adaptée aux réalités locales que l'on rencontre. Donc, vous vous rendez compte que tout le monde en Afrique utilise WhatsApp. C'est la plateforme numéro 1 de communication et de transaction. Donc, avoir maintenant l'opportunité d'offrir des paiements sur cette plateforme va révolutionner en fait le type d'interaction que les gens pourront avoir dans le futur. Et je pense que quand on parle de transformation digitale au stade où l'Afrique se trouve, la clé pour vraiment vivre cette transformation de la manière la plus positive serait de profiter des outils qu'on a déjà à notre disposition, de les adapter aux besoins locaux et ensuite, au finish, utiliser ce qu'on a appris de ces outils qui sont déjà disponibles pour proposer des solutions qui sont uniquement dédiées à l'Afrique. Donc, au lieu d'essayer de rattraper ce que les autres font, au lieu de rentrer dans cette course à l'armement, comme pour utiliser les termes n'est-ce pas, de la Première ou de la Deuxième Guerre, l'idée pour moi, c'est de comprendre ce qui est déjà disponible, rattraper, si vous voulez, la culture digitale en utilisant ce qui est déjà disponible pour que tout le monde soit au même niveau. Et à partir de là, motiver les Africains à créer leurs propres solutions pour les services et les besoins du continent. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci. Alors, je note, ça m'a interpellé. Tu dis ceci, les gouvernements africains subissent une crise qu'ils n'avaient pas préparée. Alors, la question est de savoir, est-ce que les gouvernements mondiaux ont été préparés? Là encore, je pense que c'est une thématique que nous aborderons sur la 3e journée concernant digital et bonne gouvernance. Tu dis également que l'Africain innove
au niveau d'utilisation? Est-ce à dire que nous n'innovons pas assez? Est-ce à dire que nous parlons digital qu'en réalité, c'est galvaudé? Est-ce que c'est sectoriel? Parce que je me rends compte en fait que l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest ont une grande avancée et que l'Afrique centrale tâtonne encore. Ensuite, tu parles d'un problème de logistique et des technologies qui ne sont pas adaptées. Et pourtant, tu disais que nous avons les infrastructures nécessaires. Et enfin, tu dis, j'ai retenu beaucoup de choses intéressantes, tu dis qu'il faut profiter des outils à notre disposition. Mais je cherche toujours à savoir, je reste sur ma faim parce que je n'ai toujours pas cette réponse qui consiste à dire que vaille, il va falloir s'y mettre. Est-ce que les entreprises aujourd'hui doivent en tout cas entamer cette marche forcée vers le digital? Vous avez tous deux déjà, Mohamed et toi, montré à quel point les entreprises se sont adaptées. Et tu viens ici poser des problématiques d'infrastructure, de technologie et peut-être d'utilisateurs qui n'utilisent pas a priori le digital et le numérique tel qu'il pourrait être vecteur de croissance comme on l'entend s'il faut revenir à la thématique générale. Christine, je souhaiterais t'entendre sur le sujet. Tu vis une réalité gabonaise et penses-tu qu'aujourd'hui les entreprises gabonaises se sont adaptées et ont apporté des solutions vis-à-vis de cette crise sanitaire, bien évidemment, ont apporté des solutions digitales? Merci Rose, merci à Jean-Louis, à Mohamed et à Tarek pour la pertinence de ce début des hostilités. Donc en ce qui concerne Digi Women School, je rappelle qu'ils forment et éduquent les femmes dans les métiers du numérique, donc notamment l'infographie, le web design, le community management et tout autre métier lié autour. Et donc, pour répondre à ta question, Rose, il y a de cela 10 ans, comme je le disais en introduction tout à l'heure, lorsque j'entrais, j'essayais du moins de pénétrer le marché en essayant de proposer des solutions en informatique à l'époque et dans le digital il y a quelques années. C'était un peu difficile. Il y avait cette difficulté lorsqu'on parlait de la notion du numérique, la notion du digital. C'était inconnu il y a quelques années, complètement. Et pour la petite histoire, une fois, je me suis retrouvée avec une personne assez importante dans la société. J'allais offrir mes services en site internet, donc j'avais benchmarké avant. C'est-à-dire, j'avais fait des recherches sur la structure et j'étais venue proposer des solutions innovantes en disant, mais il vous faut une visibilité par rapport à l'activité que vous menez sur Internet, bien sûr. Et il me dit, donc on fait ma présentation, j'arrive à la partie présentation du site Internet et puis il me dit, mais mademoiselle, à l'époque, j'étais pas mariée. Il dit, mais nous avons un site Internet. Je dis, ah bon, mais je vois pas le nom de domaine sur la toile. Et il me dit, ah si, je dis, est-ce que vous pouvez me donner le nom de domaine? Et il dit, mais le nom de domaine, je vais prendre un exemple. tarek@yahoo.fr. Il y a de cela quelques années encore. Et là, quand je suis rentrée, vous imaginez un entrepreneur, c'est plus qu'un défi en ce moment, lorsqu'il n'y a pas la culture du numérique, lorsqu'il n'y a pas la notion. Pourquoi le numérique? En tant qu'entrepreneur, pourquoi nous devrions être sur Internet, par exemple? C'était un gros défi. Et c'est tout cela, d'ailleurs, qui m'a aussi motivée à mettre Digi Women en place, donc qui a pour mission principale, mais vraiment de mettre déjà les bases, les fondements de la culture du numérique. Mais puisqu'on parle de thème crise digitale Afrique, j'ai des bonnes nouvelles aussi, il faut dire. Comparé il y a 10 ans, et suite à tous ces passages des hauts et des bas que j'ai traversés, lorsque le Covid est arrivé, ah non, Tarek a dit qu'on ne prononce plus le mot Covid. Donc, lorsque cette chose est arrivée, je ne sais pas s'il faut dire que je la prends aujourd'hui comme une amie ou comme un ennemi, en fait, Tarek. Parce que pour la première fois dans l'histoire, j'ai vu mon chiffre d'affaires booster. En dehors de Digi Women School, j'ai une agence conseil en stratégie digitale. Il y a quelques années, ou avant même le Covid, il fallait mais vraiment faire des nuits et des nuits
pour benchmarker sur un client, trouver toutes les stratégies possibles, les mots qu'il fallait pour le convaincre d'adhérer. Et lorsque le Covid est arrivé, c'est tout naturellement que ça s'est fait. Et à l'heure où je parle, je suis pas riche, rassurez-vous, mais je suis assez satisfaite au point que je trie les demandes qui sont faites. Donc, je crois qu'il y a un espoir, il y a comme une conscience, un éveil de conscience qui s'est fait. Et je pense que la problématique en ce moment serait soit au niveau des infrastructures. Jean-Louis a abordé le problème de la logistique. Donc, sommes-nous outillés en ce moment pour prendre le train en marche? Sinon, je pense qu'au niveau de l'éveil, ça s'est imposé, le digital s'est imposé. Tout le monde a compris que ce n'est plus un choix. Ça s'est imposé à nous, à nos habitudes, à nos process, à notre quotidien. Maintenant, sommes-nous outillés? Et je pense que c'est tout là. Donc, je te passe le flambeau. Merci beaucoup, Christine. Merci. Alors, je pense qu'on commence à avoir des réponses à la question posée. Les entreprises sont-elles forcées, en tout cas, de s'adapter à cette crise et de se servir du digital? A priori, oui. Mais Christine, tu soulèves une nuance en disant qu'il faut la culture du numérique pour nos entreprises. C'est a priori un préalable pour aller au-delà même de cette pandémie. Tu dis également, tu prononces des paroles d'espoir en disant qu'il y a de l'espoir, il y a une conscience et que le digital s'est imposé à nous et que nous en prenons bien évidemment conscience. Alors, j'ai une question toutes aussi différentes. Enfin, j'ai des questions, j'ai plusieurs questions même, elles sont toutes aussi différentes les unes que les autres. Mais avant de poursuivre, je souhaiterais quand même remercier les partenaires de JPOV, qui sont Air France, l'Agence gabonaise de normalisation AGANOR, Airtel Gabon, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, la NINF, Hub Africa, qui s'est joint pour partager cet événement, la francophonie. Merci à toutes ces personnes qui ont pris le temps de partager également, et merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de se connecter quand on sait combien il n'est pas aisé d'être toujours connecté, il n'est pas aisé de s'acheter des datas. Donc, merci à toutes ces personnes connectées. Mohamed, non, Mounim, pardon, on repart au Maroc. Je reprends mon vol pour le Maroc et j'ai souhaité en fait avoir un peu un retour sur comment le Maroc a traversé cette pandémie, notamment sur les questions du digital, parce que je vois que l'exemple marocain est souvent revenu comme un bel exemple. L'exemple sénégalais aussi est revenu comme un bel exemple. Mais sur cette question, on serait ravis d'entendre l'expérience marocaine sur l'utilisation du digital et la pandémie sanitaire que nous traversons, la crise sanitaire que nous traversons. Merci, Mounine. Alors, par rapport aux réponses qui ont été données, c'est clair, il est clair que le digital est indissociable du côté de l'équipement, c'est de l'accessibilité, et il y a une histoire de coût et de logistique, comme vous l'avez bien cité. Je salue au passage le travail des opérateurs, je ne vais pas les citer pour ne pas faire de promotion, mais qui ont fait beaucoup pour rendre accessible Internet. Parce que vous savez très bien, si Wi-Fi se coupe aujourd'hui, on est foutu. S'il n'y a plus d'Internet, c'est cuit. Et je remercie les opérateurs, notamment ici au Maroc, qui ont équipé des régions qui étaient encore très peu équipées. Si vous vous baladez un peu, vous voyagez un peu au Maroc, dans le sud, même dans le sud, vous êtes connectés. Maintenant, il y a 10 ans de ça, vous sortiez un peu de la ville, c'était terminé, on n'avait plus de réseau. Et je pense que ça a beaucoup impacté dans l'accélération du digital. Maintenant, il faut être concret. Il y a un retard qui est encore vraiment présent. Un retard dans le sens où quand je fais des conférences, où j'interviens dans des universités ou des écoles, et que vous avez des écoles qui ne sont pas équipées en réseau, il est clair que, comme on l'a dit tout à l'heure, que les étudiants utilisent WhatsApp, et au plus bas niveau, au collège, à l'école primaire, on utilise WhatsApp, même pour les parents. Si l'école, l'université n'est pas équipée, il y a déjà un handicap qui est présent. Pour le Maroc, on a une chance
et je tiens à le souligner, c'est d'avoir une vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui est un roi qui tout de suite s'est ouvert sur l'avenir, le futur et le présent, et qui a lancé différents programmes, impulsé avec différents programmes, et qui a mis le secteur de l'IT dans des priorités, dans des plans, dans la priorité. Et ça a beaucoup aidé. Vous le savez, je pense que l'action d'institutions et du plus haut niveau de commandement d'un pays, s'il n'est pas appuyé par une volonté forte, on n'arrive à rien. Mais ceci dit, ce qui est extraordinaire au Maroc, c'est cet écosystème émergent, ce fossé, parce que le digital, c'est quoi? Il y a un conflit intergénérationnel entre des personnes d'un certain âge qui sont encore sur des côtés basiques et qui ont, même s'ils ont Internet là-dessus, qui n'utilisent pas les réseaux, et je parle de chefs d'entreprise, et une génération qui fait des choses extraordinaires, qui apprend, qui code à 15 ans, 16 ans, et qui se fait son propre apprentissage. Et ça, on le voit quotidiennement quand je vois des jeunes à 14 ans qui sont déjà en train de coder et créer des jeux vidéo. C'est juste impressionnant. Et puis, il y a dans cette dynamique, moi que j'ai pu observer depuis 10 ans, on est sorti de ce copier-coller, copier-voler. On regardait les États-Unis, l'Europe en prenant des exemples. En fait, on est sorti de ça, on s'est émancipé de façon digitale en créant nos propres solutions adaptées à notre propre culture. Et la culture a été une partie, est rentrée de manière partie prenante dans ce processus de création. Alors, juste avant le confinement, vous l'avez su, on était tous en train de trembler. Moi, les projets et les événements commençaient à s'annuler un par un sur tout le Maroc, sur l'Afrique. Et très rapidement, notre agilité, et je salue cette agilité des entrepreneurs et notamment des startups, ont su tout de suite transformer cette angoisse, cette peur comme une opportunité. Que ce soit dans l'éducation, on a vu des MOOC, on a vu des MOOC se démultiplier, on a vu des gens de leur propre initiative, et je salue aussi encore les entreprises qui tout de suite se sont dit, bon, on va partager notre savoir-faire et on va participer à ce processus éducatif et processus de digitalisation et d'apprentissage du digital, notamment tous les organismes, les ONG, que ce soit les associations qui se sont mobilisées, toutes les associations, les organismes, que ce soit l'AFEM, l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc, que ce soit Hub Africa, entre autres, l'APEBI, la Fédération des nouvelles technologies. Tout de suite, il y a un processus qui s'est mis en place d'écoute par rapport à cet écosystème de start-up. Quant à ce moment où les politiques étaient en train de réfléchir sans trop réfléchir, parce qu'ils étaient un peu dans l'observation de ce qui se passait, on a vu tout de suite des initiatives émerger au Maroc. Et je vous parle de ça à J-2, 3, 4, 5 jours, une semaine après. Déjà, on voyait des Zooms, on voyait des vidéos en ligne, on a vu des appels à candidature, des challenges se lancer, des appels à projets innovants. Et je pense que c'est cette capacité-là que le Maroc, et pas que le Maroc, parce que j'ai pu l'observer sur d'autres pays, je peux parler de la Tunisie aussi, qui a été très agile, les startups tunisiennes, les startups sénégalaises, des startups du Kenya, bon, sans parler de l'Afrique anglophone, bien sûr, qui avait déjà pris le pli. Tout de suite, des appels à candidature, des appels à projets pour essayer de réagir face à ça. Et on a vu rapidement des dossiers nombreux, plus de 400 projets présentés et dans différents sujets, bien évidemment la santé, bien évidemment le e-commerce aussi, et vous l'avez remarqué, la capacité de se faire livrer a été impressionnante. Donc je pense que ça a été tout de suite une opportunité qui a été vue pour les startups, et Christine a raison de le dire, certains ont sorti leur chiffre d'affaires qui était pendant longtemps très stable, parce que bon, peu d'apports financiers, et dépendait des concours, des compétitions, des hackathons, mais quand tout s'arrête, ça a mis la position de l'entrepreneur tout de suite dans une réalité de terrain. Et le terrain, il n'y a pas mieux que le terrain pour apprendre. Alors, dans les startups qu'on a pu voir, je vais en citer quelques-unes, IOX Labs qui a développé un outil
et tout de suite qui a été récupéré par les institutions après coup, prenant en compte des spécificités sociodémographiques, géographiques, culturelles, et qui a permis d'identifier le nombre réel de cas confirmés par région, de définir un outil de pilotage pour les autorités, d'autres sur le 3D printing. On a eu 3D Printing Plus qui développe des services en utilisant les imprimantes 3D pour réaliser des masques, des ventilateurs, des choses. Et on a vu le premier respirateur marocain créé. C'est une chose extraordinaire, on ne l'aurait jamais imaginé avant. Dans la santé, des réseaux communautaires pour interconnecter le personnel de santé dans la formation, l'approvisionnement et la mobilisation, que ce soit pour les dentistes ou pour les médecins ou pour les pharmaciens. Hanout App, et en plus, ce qui est très original, c'est des applications qui intègrent une consonance locale, un mix Derija et francophone, ou Derija pour faciliter justement la compréhension au plus grand public. Donc, Hanout App qui permet de géolocaliser le Hanout le plus proche, digitaliser le Kounesh pour les épiciers, passer des commandes et rendre ces outils accessibles à des gens qui n'étaient pas fondamentalement tournés, qui étaient très impactés parce que très loin du digital. Et c'est cette approche-là des startups qui a été révolutionnaire. Donc, j'ai envie de dire, cette crise a été une révolution pour nous, entrepreneurs et startups, une révolution qui a donné tout de suite à des opportunités. Et je peux en citer d'autres. Aussi dans la solidarité, dans le côté d'aller à la rencontre des populations démunies. Et on a vu des initiatives associatives menées par des associations qui ont tout de suite intégré le digital dans leurs actions pour fournir, pour aller à aider des populations qui sont démunies, parce que ce sont toujours celles qui sont les plus impactées. Et je pense que cette solidarité a été extraordinaire et nous a montré ce rapprochement, enfin, cette force humaine et ça a donné beaucoup d'espoir. Ça nous a permis déjà d'affronter cette crise de manière beaucoup plus humaine quand on voit que dans d'autres pays, les fossés se sont creusés, qu'il y a eu tout de suite une sorte d'inégalité flagrante. Et moi, je pense que pour notre part, pour le Maroc, les startups ont beaucoup contribué et les entreprises aussi qui se sont tournées vers ces startups alors qu'elles étaient encore réticentes, qui regardaient ces petits jeunes de 15 ans, 16 ans, 18 ans, 19 ans comme des petits projets, voilà, des rêveurs, etc. Les exemples sont légion, hein, on le constate au Maroc. Vous avez tout de suite pris le pouls et vous avez innové. Et dans cette dynamique qui reste même, sectorielle, l'objectif aussi de webinaire, c'est de mettre en place une dynamique. Christine l'a dit à l'entame de son propos au début du webinaire. L'idée, c'est vraiment de créer une dynamique d'ensemble et voir comment, avec le contexte actuel, le Maroc, le Gabon, le Sénégal, le Rwanda, l'Afrique du Sud, enfin, le continent tout entier peut mettre en place comme ça des hubs d'interpartage d'expériences et c'est surtout de booster les générations à venir parce que l'intelligence artificielle est le métier de demain. Bien qu'on ait peur aujourd'hui que ce secteur nous enferme, en réalité, quand on sait l'utiliser, il ne nous enferme pas. Au contraire, il facilite notre quotidien, que ce soit professionnellement ou dans nos vies quotidiennes. Tu as parlé, Mounim, du fait que nous nous sommes adaptés en créant nos propres solutions, donc des solutions africaines aux problématiques africaines. Tu as parlé de l'agilité des startups et tu as parlé également de l'obligation que cette pandémie a portée concernant le terrain. Nous allons de plus en plus vers le terrain. Nous avons aussi des cas au Gabon, Christine par exemple, qui est présente avec nous sur le webinaire, qui rapidement, je me souviens, elle m'a écrit un soir en me disant je lance un magazine web, enfin un site internet pour informer sur la Covid.
Et moi, de lui dire, mais non, tu t'enfermes, pourquoi tu ne vas pas sur quelque chose de plus général, parce que la Covid, ça va passer. Et au final, en fait, elle a eu raison de faire confiance à son intuition, parce qu'aujourd'hui, c'est un site d'information où nous allons continuellement chercher l'information, pas seulement pour se renseigner sur le nombre de cas, mais c'est aussi de voir ce qui se fait ailleurs. Donc, elle nous a donné vraiment une vitrine, un site d'information qui nous permet peut-être, nous, chefs d'entreprise, de nous réinventer. Alors, je vais sans plus tarder passer à ma deuxième phase de questions en rappelant également que nous avons un jeu concours. Hein, il sera question donc de répondre à la question suivante. Quel est le nom et la nationalité, pardon, le nom et la nationalité de la première femme à avoir réalisé le premier véritable programme informatique? Je reprends. Quel est le nom et la nationalité de la première femme à avoir réalisé le premier véritable programme informatique? Ne donnez pas la réponse aujourd'hui, donnez-la à la fin de ce webinaire, donc à la fin, c'est-à-dire une fois que nous aurons clôturé, et le gagnant sera connu bien évidemment le 7 à la clôture de ce webinaire. Je remercie encore les partenaires qui ont soutenu cet événement, le ministère de la communication et de l'économie numérique, la NINF, l'Agence gabonaise de normalisation, Hub Africa. J'espère ne pas en oublier. Si j'en oublie, que la technique me le rappelle. Alors, concernant ce jeu concours, il y a 2 lots à gagner. Donc, premier lot, c'est une formation en infographie chez DigiWoman. J'y suis passée moi-même, j'y ai envoyé des collaborateurs. C'est très intéressant, très pragmatique. Et de ce que j'ai comme retour, nombreuses sont des femmes qui, au sortir de ces formations, ont pu ouvrir leur propre structure. Donc, il y a cette formation à gagner. Il y a également un boîtier MiFi de Airtel Gabon. Voilà, Airtel Gabon qui est aussi un partenaire qui soutient cet événement. Merci à Airtel Gabon et soyez nombreux à jouer. C'est une box MiFi avec 15 gigas, me dit la technique. Voilà, n'hésitez pas à jouer, partager, continuer à nous suivre. La thématique est tellement intéressante que j'ai trop de questions à poser à nos intervenants. Donc, je vais donc, comme je vous le disais, passer à la deuxième phase de questions-réponses. Et j'ai également lu dans mes recherches, j'ai eu beaucoup de révélations d'ailleurs. J'ai lu donc un rapport de la société américaine App Dynamics qui a publié donc ce rapport en mai 2020. Et ce rapport disait que pour 87 des technologues, cette pandémie sonne comme un avertissement. Un avertissement pourquoi? C'est à nous de nous poser la question. Est-ce que nous avons trop fonctionné peut-être en reclus? Est-ce que nous n'avons pas réalisé que le monde ne s'arrête pas à nous et qu'il va falloir encore sans cesse innover pour apporter des solutions, innover pour faciliter le quotidien, mais innover aussi pour booster nos économies? Donc, la question qui est la mienne est celle-ci. Le digital pourrait-il avoir un impact durable pour les économies africaines au-delà de la pandémie? Le digital pourrait-il avoir un impact durable pour les économies africaines au-delà de la pandémie? Si tel est le cas, de quelle façon, pour quel secteur, produits et services? Je vais donc m'orienter vers Jean-Louis, qui, j'espère, nous donnera quelques éclaircissements. Merci beaucoup. Oui, alors je pense que la pandémie, en fait, est en train de montrer à tout le monde que la stratégie, c'est important. Et je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup d'opérateurs économiques africains n'ont pas de stratégie globale. Et j'entends par stratégie globale, c'est une vision de ce qu'ils veulent pour leur structure. Quand vous lancez un business et qu'on vous demande de faire un business plan, généralement, c'est pour pouvoir avoir de la visibilité sur la rentabilité de votre projet sur 1 an, 2 ans, 3 ans et 5 ans. Mais je trouve dommage que certaines structures africaines planifient sur 3 ans, mais pas sur 10, sur 15, sur 20. Et donc, la pandémie, en fait, quand je disais tout à l'heure qu'elle a montré que les gens ont subi, en fait, ce qui se passe, c'est parce qu'il y avait ce manque de vision-là, de dire
OK, d'accord. Aujourd'hui, on a la 4G, aujourd'hui, on a l'Internet, aujourd'hui, on a la fibre optique. Il faudrait qu'on anticipe et qu'on se positionne de manière concrète sur le digital avec une date précise. C'est-à-dire, quand on introduit la 4G en 2013 ou en 2015 dans certains pays de la sous-région, c'est de dire en 2020, il faudrait que les utilisateurs puissent payer leur loyer en ligne. Il faudrait qu'ils puissent payer leur facture d'électricité, leur facture d'eau en ligne. Il faudrait que les élèves puissent suivre les cours en ligne. Donc, c'est ce problème de vision-là qui se pose. Alors, je pense honnêtement qu'après la pandémie, il n'y aura pas de retour à la normale. D'accord? Le nouveau normal a déjà commencé. Donc, il n'y aura pas de retour à, OK, aujourd'hui, il y a un an, on faisait telle chose. On ne va pas faire machine arrière, on va aller en avant. On va dire, voici ce qu'on a appris de la pandémie. La pandémie nous a montré que être présent en ligne, c'est très important et crucial pour le succès de n'importe quelle entreprise, qu'elle soit dans le domaine médical, que ce soit l'ingénierie, que ce soit l'éducation. Tout le monde a besoin d'être sur Internet. Ça, c'est la première chose que les États africains ont réalisée. La deuxième chose que les États africains ont réalisée, c'est que tout le monde n'a pas besoin d'être au bureau tous les jours. D'accord? Parce qu'il y a eu cette culture que si on travaille, aller au travail, c'est aller au bureau et s'asseoir dans un bureau entre 9h, des fois 7h30 à 18h ou bien 20h si vous êtes dans le privé. La pandémie nous a montré que travailler, ce n'est pas forcément aller au bureau. Travailler, ça peut se faire de n'importe où. Travailler, ça peut se faire de votre salon, de votre chambre, de n'importe où. Apprendre, ça nous a montré que l'éducation peut se faire de n'importe où aussi. Donc, moi, mes recommandations se situent au niveau des différentes industries. Je pense qu'au niveau de l'éducation, on va voir qu'il y aura un certain équilibre entre ceux qui vont décider de rester dans leur pays, mais prendre des cours en ligne, et ceux qui vont prendre des visas pour aller dans d'autres pays pour faire leurs études. Je pense qu'il y aura un équilibre qui va se créer à ce niveau-là parce que les gens vont comprendre. Et les universités du monde entier le font déjà. Harvard était la première école à offrir toute sa formation dès que la fin de la pandémie a commencé à déclarer que toute la rentrée prochaine se fera en ligne. D'accord? Donc, si toute la rentrée se fait en ligne et que tous mes cours sont en ligne, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être à Boston pour aller à l'école. Je peux être à Libreville. D'accord? Je peux être à Dakar. D'accord? Je peux être à Marrakech et je prends ma licence de Harvard étant dans mon pays. La même chose va se passer sur le plan professionnel. Beaucoup de structures vont comprendre que la recherche du talent peut s'effectuer à l'échelle globale. Donc, au lieu de dire, voilà quelqu'un qui sait faire de la production de contenu, voici un ingénieur en informatique qui est très doué, mais comme il est basé à Dakar, je ne peux pas le recruter, moi qui suis à Silicon Valley, à San Francisco. Ça va s'arrêter. Parce qu'ils vont comprendre que si la personne a du talent, où qu'il se trouve, on peut le recruter et on peut travailler avec lui. Et je pense que c'est ça, en fait, qui va faire la véritable différence, surtout pour les pays africains. Je disais tout à l'heure que l'Afrique a le talent. La difficulté qu'on a eue ou qu'on a toujours eue, c'est le contrôle de la narrative, parce que l'Afrique ne contrôle pas la narrative autour de son histoire. Tout le monde projette son impression, ses préjugés, ses stéréotypes sur l'Afrique. Donc, je pense que là, le digital va permettre à l'Afrique de reprendre le contrôle de la narrative et de dire voici ce que l'Afrique est véritablement et voici ce que l'Afrique peut faire. Et maintenant, les opportunités vont surgir au niveau du fait que les différents annonceurs, que ce soit en communication ou les différents chefs d'entreprise, vont comprendre que la main-d'œuvre qualifiée, où qu'elle se trouve, on peut y avoir accès. Et je pense que c'est là vraiment que se situe l'opportunité pour l'Afrique, parce qu'on a énormément d'ingénieurs qui sont basés sur le continent, on a énormément d'artistes, énormément de professeurs, énormément de médecins. Avec l'avènement de la télémédecine, on a énormément de médecins sur le continent qui peuvent intervenir à travers des robots, faire des chirurgies à l'étranger. Donc pour moi, c'est un peu ça qui sera la grande tendance après la pandémie, si on peut parler de après la pandémie. Je pense qu'on va donc entrer dans cette nouvelle ère où les mesures de distanciation seront toujours là tant qu'on n'aura pas de vaccin ou de médicaments. Donc, du coup, on ne pourra jamais prétendre à un retour à la normale où tout le monde sera au bureau,
on sera tous serrés dans un bureau ou on sera tous serrés dans les salles de classe. Moi, j'ai vu ici au Cameroun, par exemple, les élèves font cours à mi-temps. Je pense que c'est une bonne initiative. Les travailleurs vont au bureau aussi à mi-temps, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de travailleurs qui travaillent le lundi, le mercredi et le vendredi, un autre qui travaille le mardi et le jeudi. Les élèves, les classes sont divisées. Il y a ceux qui ont cours le matin, ceux qui ont cours le soir. C'est un peu difficile pour les professeurs parce qu'ils passent toute la journée sur le terrain. Mais je veux dire que c'est un peu à ça que ressemble le monde de demain qui est en fait le monde d'aujourd'hui. Et il est vraiment impératif que les politiques s'y mettent parce que à travers le monde, les politiques ont toujours été en retard en face de la technologie. C'est-à-dire que les technologies sont créées, elles sont proposées et malheureusement, c'est quand on a des soucis, c'est quand on a une pandémie ou bien c'est quand il y a un crime qui est commis que les politiques s'arriment et essaient de créer des lois. Donc, je pense que là, c'est le moment vraiment pour les politiques de s'arrimer à ce qui se passe, d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de créer les lois nécessaires pour permettre aux entrepreneurs de s'épanouir, pour permettre aux professionnels de s'épanouir et en même temps d'assurer la sécurité en fait, des utilisateurs. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci. Je suis vraiment sans voix parce que je me dis, mais quel champ des possibles le digital offre. Et on ne réalise pas en fait que là, on détenait quelque chose et la pandémie est venue nous montrer à quel point on avait un outil qui était là et qui nous permettait déjà de nous dépasser, mais on l'a sous-estimé. Je prends le cas, par exemple, du Gabon, puisque c'est le pays dans lequel je vis. Lorsque le 12 mars, les frontières ont été fermées, qu'on a déclaré donc, le confinement, c'était la panique. L'entreprise pour laquelle je travaille, par exemple, c'était la totale panique, en fait. Et je me permets de citer ici, Christine, si tu permets, je cite les structures. Christine? Oui, Rose. Oui, Rose, tu peux le faire. Donc, je vais me permettre de faire la promotion quand même de notre savoir-faire local. Hein. Vous permettez le Maroc, le Sénégal et le Cameroun. Je me permets de faire la promotion quand même du savoir-faire local. Donc, la CIN nous a très rapidement accompagnés sur des solutions de continuité de travail. Donc, on a pu être productif, on a pu être performant, on ne s'est jamais arrêté. Donc, c'est pour dire aujourd'hui à quel point, en fait, on est là, on regarde, on a un environnement qui est propice et on ne fait pas attention. Voilà, donc sur cette question, je vais passer donc la parole à Mounim. Je reviens sur toi. Nous allons essayer de respecter le temps, s'il vous plaît, parce que le temps est compté. Il nous reste près de, on va dire, 10 minutes pour terminer ce débat. Je pense que l'essentiel a été dit. Nous allons passer à Mounim qui aura 3 petites minutes pour clore et nous dire à quel point finalement ce n'est pas un risque cette pandémie. Mounim, je te donne la parole et ensuite je la passerai à Mohamed Diallo. Rose, merci. Donc pour venir par rapport à ce qui s'est dit, je pense qu'on est tous en harmonie. On est juste dans nos propos. Et on a bien compris que cette situation, en fait, nous a amené à ouvrir les yeux sur les opportunités. Moi, je pense que la tendance, elle est irréversible. Il y a déjà des choses qui se font. Simplement, on n'est pas au courant. Si je vous dis qu'il y a plein d'initiatives qui sont menées. Il y a un problème de son. Je crois qu'on a perdu Mounim. On a perdu Mounim. Alors, je vais passer donc la parole à Mohamed. Donc, je reprends la question. Le digital pourrait-il avoir un impact durable pour les économies africaines au-delà de la pandémie? Mohamed Mounim continue son plaidoyer. Je suis désolé, vous avez vu? Et dire qu'on ne l'entend plus. Voilà, je suis là, je suis désolé. Ok, Mounim, on t'entend. Vous avez remarqué la petite minute pour faire une synthèse. Ouais, désolé, l'impact de la connectivité, parfois, voilà, ça saute. Mais ce que je voulais vous dire, parce que les aléas du digital et du direct. On est dans une tendance irréversible. Si les politiques ne comprennent pas ça, ils vont passer à côté de quelque chose d'immense. Je pense qu'on a une force, c'est cette jeunesse qui disrupte, qui innove.
parce que tout est question aujourd'hui d'innovation maintenant. Et dans l'agriculture, rendre accessible et mettre à disposition des outils aux agriculteurs, parce qu'il y a des impacts qui vont nous dépasser, l'impact du changement climatique. Si je vous dis que dans des régions reculées, il n'y a plus d'eau, il faut optimiser, il faut gagner du temps et il faut adopter des actions pertinentes et justes. La finance numérique, on n'en parle pas, mais on n'en a pas parlé, mais les moyens, si on ne donne pas des moyens à ces jeunes entrepreneurs, si on ne donne pas des moyens à ces startups qui innovent, elles ne pourront jamais émerger, jamais exister. Ce n'est pas avec un petit capital qu'on peut développer des outils technologiques qui sont parfois coûteux, ne serait-ce que de traiter la data, d'avoir les outils qu'il faut, que ce soit l'utilisation de ces technologies qu'on connaît. J'ai envie de dire la télémédecine qui quand même reste impactante. On a des problèmes, nos problèmes on les connaît, c'est la santé, c'est l'éducation et ça demande des moyens. Alors s'il vous plaît, les politiques qui nous écoutez, les décisionnaires qui écoutez, mettez en place des programmes d'open innovation, allez à la rencontre de ces jeunes entrepreneurs, donnez des moyens à des organisations telles que DigiWomen ou d'autres organisations qui impactent pour faire émerger ces entrepreneurs. Voilà. Merci beaucoup, Mouni. Merci. Tu dis les politiques doivent s'y mettre. Donc, c'est un appel lancé aux dirigeants du continent, à nos gouvernants, hein, tout simplement. Tu as dit quelque chose de très important. On a une force, c'est notre jeunesse, une jeunesse qui innove, une jeunesse qui sait aller chercher. Et tu as dit également qu'il y a un impact. Enfin, il y aura des impacts, bien évidemment. Donc, nous connaîtrons encore d'autres crises et il va falloir qu'on s'adapte. Je vais donc passer la parole à Mohamed Diallo qui va nous répondre donc sur la question suivante. Le digital pourrait-il avoir un impact durable pour les économies africaines au-delà de la pandémie? Si oui, de quelle façon et pour quel secteur, produits et services? Et ensuite, Madame Soro va clôturer le webinaire de ce jour. Et j'en profite encore pour remercier tous les partenaires, le ministère de la Communication, la NINF, RTL Gabon, l'Agence gabonaise de normalisation, la NINF. Et si j'en oublie, la technique, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas l'élément sous les yeux. Merci Mohamed. Donc, tu as 3 minutes pour clôturer. Et ensuite, Madame Soro prendra la parole. Merci. Merci, j'ai l'œil sur le chrono. Et pour répondre à la question, la réponse est oui. Le digital est un moyen qui est utile et durable pour l'Afrique. Je pense, et il y a une phrase de Felwine Sarr qui me revient à l'esprit, je pense que la seule urgence de l'Afrique, c'est d'être à la hauteur de ses potentialités. Ce qu'il faut retenir, et pour revenir un peu et très rapidement sur l'expérience sénégalaise, on comprend que le digital, c'est le numérique, mais pour moi, le digital, c'est d'abord changer de regard sur la manière dont fonctionne le monde. Ce que cette pandémie nous a appris, ce que le digital nous apprend, c'est qu'il faut replacer l'humain au cœur de la réflexion. Et je peux vous dire, avec l'initiative d'Anne Covid-19 au Sénégal, ce que j'ai vraiment appris et qui m'a marqué, c'est que c'est juste incroyable ce qu'on peut accomplir quand personne ne s'intéresse au mérite. C'est-à-dire qu'au début de cette pandémie, en mars, au Sénégal, vous avez 450 des meilleurs profils IT qui se sont réunis, du public, du privé, les opérateurs, les institutions, qui se sont réunis autour de l'État pour dire « on va vous accompagner de manière bénévole » pour pouvoir améliorer la performance dans la lutte contre la pandémie. Ces bénévoles, gratuitement, hein, j'insiste, ont donné de leur temps. L'équivalent en termes de contribution est évalué à 5 milliards de francs CFA. Des plateformes ont été mises en place, des logiciels ont été déployés dans les centres de traitement des épidémies, des équipements, des téléphones, des ordinateurs, des sites Internet ont été développés. Et je trouve que cette initiative d'Anne Covid-19, elle nous donne un exemple de ce qu'on pourrait faire désormais dans nos pays en termes de communauté. Réunir des Dream Teams pour fixer des situations d'urgence, mais aussi mettre en place des réflexions qui sont structurantes pour le secteur. Je pense qu'il faut continuer, en ce qui concerne la pandémie, à respecter les gestes barrières, mais il faut aussi réfléchir à la co-construction de ces solutions. Pour finir, j'aimerais partager très rapidement une approche sur laquelle en ce moment je suis vraiment en train de travailler. C'est l'approche des 4C. Pour co-construire ce monde de demain, c'est tout d'abord comprendre que le premier décès de ces 4C, c'est la croissance. Et cette croissance, retenir qu'il n'y a pas de raccourci qui
qui conduisent à la croissance. Il faut passer par les étapes. En tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant, avant de pouvoir courir, il faut que j'apprenne à marcher. Avant de pouvoir marcher, il faut que j'apprenne à ramper. Le deuxième C, c'est la co-construction. On ne peut plus fonctionner dans un monde où il n'y a qu'une élite ou simplement un groupe de personnes qui réfléchissent à la direction à prendre. Il faut impliquer le maximum de personnes dans la réflexion, que ce soit au niveau de l'entreprise ou même au niveau de nos différentes communautés. Le troisième C, c'est la conscience. Adopter des actions et les porter grâce au digital en pensant à la responsabilité. De quelle manière nous pouvons mettre en place des actions qui sont responsables. Le quatrième C, il est toujours en cours de réflexion, donc je le garderai pour moi pour l'instant. Mais pour finir, je voudrais juste dire que je vis 2020 de manière exceptionnelle. Je vis 2020 le regard tourné vers le futur. Je suis un éternel optimiste. Je crois au futur. Je sais que si l'élément qui est primordial, qui est celui de la confiance existe entre le public, entre le privé, au sein de nos différentes communautés d'entrepreneurs, je suis certain que nous pourrons utiliser le digital, et quel que soit le secteur, quels que soient les secteurs, pour pouvoir aider nos pays à avancer et pas forcément combler un retard, parce qu'on n'est pas forcément dans une logique de compétition, mais construire des solutions qui sont utiles et durables pour nos pays et pour notre continent. Excellent. Merci beaucoup, Mohamed. Il y a tellement de choses intéressantes qui sont dites, tellement de choses importantes que nous partirons ce jour riche simplement. Tu as dit ceci, l'urgence de l'Afrique, c'est d'être à la hauteur de son potentiel et qu'il fallait remettre l'humain au centre. Et tu as parlé de l'approche des 4 C, dont un C que tu gardes secret. Tu as dit croissance, construction, c'est ça? Je remets mon micro. Croissance, co-construction, reconstruction et conscience. Conscience. Et je vais donc le quatrième que tu gardes jalousement. Il est en cours de réflexion, mais je vais quand même le partager parce que j'avais pris au début. J'espère que tu vas nous le partager vendredi. Ah, je vais le garder pour vendredi. Voilà. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Donc, je tiens, avant de passer la parole à Madame Soro qui va clôturer ce grand rendez-vous, à remercier à nouveau nos partenaires. On ne le dira jamais assez parce que pour tenir un événement et surtout dans le contexte gabonais, ce n'est pas du tout facile. Et donc, merci à Air France. Air France, merci beaucoup parce qu'à chaque fois, je vous ai oublié. Merci à Air France, à l'Agence gabonaise de normalisation qui soutient tous les opérateurs économiques, la Ganor, donc, à Airtel Gabon qui apporte un joli petit cadeau, la box MiFi de 15 gigas dans le cadre du concours. Merci au ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Merci à Madame Liliane Massala, marraine de cet événement, qui a porté ce projet ambitieux. Et merci à la nymphe. Christine, je vais te laisser clôturer. Merci. Voilà. Le micro, Christine. Ouais, merci. Merci Rose, merci à tous ces brillants intervenants. Franchement, lorsqu'on est passionné du digital, et j'espère qu'on va susciter cela dans l'esprit et dans le cœur de tous ceux qui nous suivent, on n'a plus envie de se quitter jusqu'à découvrir finalement quelle est la solution et surtout l'adopter. Alors, j'aimerais partager une citation de José Bové qui dit « Globalisons les luttes pour globaliser l'espoir ». Les JPOV, Journées Portes Ouvertes Virtuelles by Digi Women's School, ont été initiées pour globaliser les luttes afin de globaliser l'espoir. L'espoir de toute une Afrique en réalité qui détient les trésors du monde. Je crois en une Afrique forte, je crois en une Afrique intelligente et surtout, je crois en une Afrique qui détient certainement les clés du digital pour la solution que le monde recherche. Avant de terminer, j'aimerais vraiment honorer à nouveau tous ceux qui nous ont accompagnés, Madame Liliane Massala, la marraine de cet événement qui a cru et qui a donné tout ce qu'elle pouvait pour la réussite de ces événements. Merci à tous ces brillants intervenants. Franchement, je vous kiffe, comme on le dit souvent. Et vraiment, on se dit à très bientôt, à demain, à vendredi. Et j'ai hâte d'y être d'ailleurs. Merci beaucoup.
Merci Christine. Je rappelle que demain, nous nous retrouvons donc jeudi 6 août 2020 de midi à 14 h. Et le sous-thème que nous allons aborder demain, c'est comment le digital en cette période de pandémie pourrait aider et maintenir le développement des pays africains. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Soyez nombreux à vous connecter, soyez nombreux à être catalyseurs, à être acteurs, à être vraiment porteurs de ce message d'espoir. Le digital, c'est vraiment, comme je le disais, un champ des possibles. Et moi, ça me démange souvent quand on reste toujours dans des solutions un peu archaïques comme ça, alors que nous avons vraiment beaucoup d'opportunités derrière le digital. Donc, merci à tous ces intervenants. Merci à